Je m'appelle Loïc Schneider, j'ai 27 ans et je suis pas mal activiste à Bure, en Meuse. C'est là où il y a le projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Et il y a eu 2 ZAD successives en 2016-2017 qui ont été expulsées. Et voilà, donc j'étais aussi présent là-bas, entre guillemets, avec tous les zadistes. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais en ce moment. Et je suis aussi à mi-temps, je travaille dans un EHPAD à Laxou, où je fais ASH, aide service hospitalier, et aussi maraîcher du coup dans le collectif Les Semeuses à Bure, qui est un collectif de maraîchage qui est installé sur les terres de Jean-Pierre Simon, qui est un paysan opposé au projet d'enfouissement de déchets nucléaires sur une centaine d'hectares. Et il nous a prêté 3 hectares pour pouvoir justement réaliser le maraîchage. Là, il va partir à la retraite. Il y a plein de questionnements sur la suite. On aimerait bien pouvoir faire naître plein d'alternatives sur ces terres. Mais tout ça, c'est des moyens et voilà. C'est un peu des... Je suis sympathisant du Bloc Lorrain, ouais. J'ai pas rejoint officiellement l'association. Mais j'ai beaucoup suivi et j'ai fait les manifestations aussi qui étaient super intéressantes. Et je pense que c'est aussi ça qui était assez différent des autres structures militantes, c'est qu'ils arrivaient à fédérer une diversité de personnes qui venaient de toutes les classes, un peu aussi les populaires et d'autres. Et en fait, c'était ça qui est beau, il y avait un truc assez joie de vivre, militante. Je voudrais que tu expliques un peu ton activité de militant, ce qui s'est passé en Allemagne, ta condamnation, et là récemment, donc les gendarmes qui viennent chez toi pour te remettre en prison à courte échéance, puisque dans 10 jours, tu peux te retrouver à nouveau derrière des barreaux. Est-ce que tu peux résumer un petit peu cette situation très particulière dans laquelle tu es ? Bah ouais, très rapidement, donc c'était en 2017, il y avait le G20 de Hambourg, c'était un grand sommet avec tous les chefs d'État, des puissances les plus riches du monde. Et donc il y a eu des manifestations, il y avait aussi Erdogan qui était présent, l'Arabie Saoudite, la Russie, la Chine. Et il faut savoir que dans ces moments-là, en fait, de protestation contre les sommets où il y a tous les chefs d'État des plus grandes puissances du monde, il y a aussi des états d'exception qui se mettent en place. Donc il y a eu la reconnaissance faciale, un logiciel qui a été mis en place en Allemagne, qui a été censuré après par le Conseil constitutionnel en Allemagne. Par rapport au G20, donc c'était plein de manifestations à ce moment-là, la circulation était interdite, il n'y avait que les voitures de police, que les participants au G20. Et donc moi, je me suis retrouvé avec plusieurs accusations différentes, donc pour jet de projectiles sur force de l'ordre. Et c'est souvent des moments en fait où il y avait une grand-mère à un moment donné qui poussait son vélo, je viens vers elle pour l'aider à partir. Il y a une vidéo en plus de la police où c'est Monsieur Schneider aide une grand-mère à traverser la route. Puis comme c'est au milieu des affrontements, on se prend du canon à eau alors qu'on était vraiment sur le côté. Du coup, ça m'énerve et spontanément, je prends une pierre qui était par terre, je la jette, je suis pas masqué, donc il m'identifie. J'arrive pas à atteindre les forces de l'ordre. Et en fait, voilà, j'ai plein d'accusations, j'ai blessé personne, effectivement. Il y a tous les projectiles tombent très loin des forces de l'ordre. Et il y a aussi une accusation d'un pétard dans une banque de la rue la plus bourgeoise de Hambourg, Elbchaussee. Et en fait, là, c'était une manifestation aussi qui a fait pas mal de dégradations sur la rue la plus bourgeoise. Et à titre d'exemple, je crois que c'est 1 million d'euros de dégâts en 20 minutes. Et en fait, ils ont fait une situation un peu particulière qui vient aussi avec les gilets jaunes, la loi anti-casseurs. C'était un peu avant du coup que ça a été utilisé déjà au G20. C'est être accusé de tout ce qui se passe dans une manifestation. Donc j'ai été accusé de toutes les dégradations. Donc ça a duré 71 journées d'audience. Tous les témoins de la rue, des personnes bourgeoises sont venus témoigner. Il y en a qui ne savaient même plus c'était quelle voiture qui avait été dégradée. Ils en citaient 4-5. Et donc là, il y a une audience qui dure 71 jours. Tu es condamné à quelle peine ? Alors la peine, du coup, c'est 3 ans ferme. Le procureur demandait 4 ans et 9 mois de prison ferme. Et en fait, comme on a fait appel, ça a suspendu l'application de la peine, pour le moment, le temps de l'appel. Parce que j'avais déjà réalisé, du coup, aussi une détention préventive, détention provisoire, de 1 an et 4 mois. Et juste très rapidement, par rapport à l'attentat kurde, la personne qui avait attaqué au sabre des migrants et qui est sortie au bout d'1 an n'était pas suivie, n'était pas fichée S, et a pu réaliser un attentat dans les 10 jours suivant sa libération. Et elle a fait seulement 1 an de détention, alors qu'elle a quand même découpé des personnes avec un sabre, ou en tout cas essayé de les blesser gravement. Même si c'est des migrants, c'est pas une raison pour dire c'est pas grave, parce que si c'était des policiers, je peux vous assurer qu'ils seraient pas sortis. Donc là, on voit vraiment la différenciation de la peine en fonction du statut de la personne, ce qui est assez malheureux. Donc toi, tu es sorti donc de prison, tu es rentré en France, tu as poursuivi tes activités, on va dire, citoyennes et militantes à Bure et à Nancy. Et là, récemment, donc, les gendarmes débarquent chez toi et qu'est-ce qui se passe ? Là, c'était même différent. Ils sont venus il y a 1 mois à 5, la brigade de recherche de la gendarmerie de Nancy. Ils sont venus sur le lieu de maraîchage. Donc, j'étais pas tout à fait là, je faisais une petite balade. Et ils sont venus pour me filer un papier. Donc, c'était assez angoissant parce qu'ils étaient beaucoup. Et du coup, les personnes qui étaient là, ils savaient pas trop ce qui se passait et puis ils comprenaient pas très bien. Du coup, quand je suis revenu, ils m'ont donné le papier et j'ai rappelé. Et donc, c'est pour le transfert de la peine qu'il me reste à faire. Et donc, par rapport à ça, j'ai reçu le papier, j'ai téléphoné. On a convenu d'un rendez-vous. Il disait même que ça peut être un espace neutre, pas forcément Paris parce que c'est loin, mais n'hésite pas à me dire. J'avais proposé Place Stanislas à Nancy, mais il a dit ah non, quand même Place Stanislas, plutôt devant chez tes parents, mais t'inquiète pas, on rentrera pas dedans. Et donc c'est 14 mois fermes qui vont être transférés officiellement de l'Allemagne vers la France.
sachant que j'ai encore potentiellement aussi 8 mois de sursis en France sur les précédentes affaires Anonymous ou dégradation sur la clôture de l'Andra. C'était aussi une action où j'avais écrit « Vous sachez que je n'attends rien de votre institution ». C'est une action militante que tu avais faite à l'endroit où il y avait l'enfouissement des déchets. C'est ça, exactement. Ouais. Puis, en général, voilà, j'ai fait la déclaration du G20, j'ai fait la déclaration dans ces procès, et je vais refaire une déclaration à ce procès-là. Et je vais aussi sortir un livre qui s'appellera « En découdre avec la justice ». Au-delà de l'arrestation, perpétuer l'affrontement. Où en fait, c'est d'expliquer que justement, cette confrontation politique, elle continue à exister aussi dans l'enceinte judiciaire, et je me laisse pas faire par la pièce de théâtre, en fait, qu'incarne. Quel document les gendarmes ont amené chez tes parents et qui t'oblige à faire quoi ? C'était le document qui me notifie le fait que j'ai un rendez-vous avec la juge des libertés et de la détention, le 25 avril, à 9h30. D'ailleurs, on fera un rassemblement au tribunal de grande instance de Nancy, avec le marché aussi des semeuses, le collectif probablement, avec la Confédération paysanne. Et c'est super s'il y a plein de monde qui viennent, parce que ça peut avoir un impact sur l'issue du procès aussi. Là, normalement, tu dois retourner en prison pour combien de temps ? Là, du coup, ça serait 14 mois, plus voir le sursis s'il saute. Mais tu risques d'avoir 22 mois de prison ferme à effectuer à la prison de Nancy. À la prison de Nancy. On espère un bracelet électronique, vu que j'ai un travail quand même... pour eux, je suis inséré avec l'EHPAD et le maraîchage. J'ai 2 contrats avec 2 logements. Et du coup, dans l'idéal, ça serait quand même d'arriver à avoir un bracelet, même si c'est aussi très malheureux, parce qu'en fait, pendant 14 mois, je ne vais pas pouvoir faire de manifestation. Je ne vais pas pouvoir faire ce qui, en fait, a du sens. Donc c'est aussi une peine. C'est même pire, parce que, soi-disant, ça va, il n'est pas en prison. Mais ça ne va pas du tout, parce que c'est pas vraiment être libre si on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et surtout dans cette période actuelle, où il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on se bouge pour notre avenir, pour plein de choses. Et en fait, ne pas pouvoir le faire dans ce moment-là, c'est aussi très, très handicapant. Est-ce que tu as l'impression d'être victime d'une forme de répression policière qui s'accélère depuis quelque temps et quelque part, on cherche aussi à te faire taire ? Je pense qu'ils ont voulu faire un exemple avec le G20. Parce que c'est quand même une peine de 3 ans ferme. Je tiens à dire que c'est particulièrement grand. Et à titre juste vite fait encore de parallèle, mais c'est très important de faire des parallèles, il y a un ex-député de la Renaissance qui a été condamné récemment, je te filerai l'article du Figaro qui en parle, à une peine de 1 an de prison ferme et 2 ans de sursis pour attouchement sur des mineurs et détention d'images pédopornographiques. Donc on est quand même sur un level un peu plus haut, et il a eu 3 fois moins que moi. Donc c'est aussi la démesure de la peine. Et je pense que c'est une manière détournée aussi de chercher des choses qui peuvent me mettre par-dessus, du passé, pour essayer de faire en sorte que ça aille sur le côté et que les personnes ne soient pas trop mobilisées. Mais c'est clair qu'on le voit, on l'a aussi vu à Sainte-Soline, c'était exceptionnel. C'était 5000 grenades tirées en 2 heures, avec beaucoup de GM2L. La GM2L, c'est des grenades quand même explosives. Et la France est le dernier pays européen à utiliser des grenades explosives dans le maintien de l'ordre. C'est le rapport de ACAT, Action chrétienne pour l'abolition de la torture. Donc c'est quand même une exception française. Et à ce titre-là, il y a des choses très intéressantes. À Beyrouth, quand il y a eu l'explosion au Liban, c'est des armes françaises qui ont été utilisées dans le maintien de l'ordre. Il y a eu 300 personnes qui ont perdu des yeux. À Hong Kong, les canons à eau qui ont été utilisés par la Chine, c'était des canons à eau français. Au Burkina Faso, quand il y a eu des manifestations, c'est les armes de la police française. Au Chili, en 2019, quand il y avait les manifestations, c'est aussi le gouvernement chilien qui a dit qu'il veut se rapprocher de la France pour s'inspirer des méthodes de maintien de l'ordre. Donc en fait, il y a un business de l'armement, et c'est aussi pour ces raisons, je pense, qu'en fait la France, dans un pays soi-disant avancé, où normalement le maintien de l'ordre devrait être plus soft et plus cool, continue à avoir un système aussi dur pour justement pouvoir continuer à le vendre à l'étranger et pouvoir faire marcher ce business, parce que c'est un business énorme. Rien que pour les grenades en France, quand il relance Macron, 30 millions pour des grenades ou je sais pas quoi, pas combien de millions d'euros, imaginez pour le monde entier, pour la Chine, pour tout ça. Donc il y a tout un business souterrain qui se fait, qui est documenté de plus en plus. Et je pense que c'est ça aussi qui les dérange. La France, même, son business, c'est l'armement. Tu étais à Sainte-Soline ? Oui, j'étais aux 2 dernières manifestations méga-bassines et aussi à une autre où il y avait une parcelle qu'on avait défrichée pour pouvoir installer un paysan dans les Vosges. Tu fais partie des soulèvements de la terre ? Non, je fais pas partie. Moi, je fais partie d'aucun organisme en particulier. Mais je soutiens dans plein d'organismes. Sainte-Soline, c'était particulièrement violent ? C'était particulièrement violent, ouais. Moi, j'avais fait aussi les expulsions de la ZAD en 2018 à Notre-Dame-des-Landes. Et c'était quand même beaucoup plus intense au niveau grenade et explosion. C'était vraiment une sensation de guerre, quoi. Enfin, ça pète de partout. Et surtout, la distance, quoi. Ils envoyaient ça vraiment loin. Ça pétait en plein milieu des personnes. Et la Bravem avec motorisé sur les quads, là, ça c'était aussi complètement exceptionnel. Il y a un document de complément d'enquête qui dit même que le commandant de gendarmerie, il voulait même pas qu'ils gassent ce genre de cortège, ils l'ont fait. Et Mike, il tire pas, dis-leur tout de suite qu'il tire pas sur le rouge. Eh putain, mais ils tirent, ils sont cons quoi. C'est pas le bon cortège. Enfin, vraiment que la Bravem, c'est des gens juste qui veulent gazer là où ils peuvent, foncer dans le tas, tirer au LBD quand ils roulent. Il y avait vraiment des scènes démesurées, et en fait, ça a fait monter la pression aussi, très rapidement. Les personnes étaient très très en colère, quoi. Et il y a eu une détermination dans un premier temps, face à la violence de l'État, d'y aller, de
de crier malgré les blessés aussi donnaient une force supplémentaire aux personnes pour y aller. Et en fait, ça a failli déborder, ça a failli aller très très loin. Et il y a quand même eu des personnes qui ont réussi à atteindre à peu près la clôture, mais sans aller à l'intérieur. Et le vent était avec nous aussi. Ça, c'était bien. Le vent renvoyait vraiment les lacrymos. Et d'ailleurs, parmi les blessés graves chez les forces de l'ordre, il y a insuffisance respiratoire. Donc, c'est le fait qu'il ait, je pense, respiré trop de gaz lacrymogène, ou alors détonation sonore, traumatisme sonore. Donc, probablement aussi à cause des détonations, parce que c'est 180 décibels, c'est énorme. Là, je vois que t'as le nez un peu marqué. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ça, c'était hier soir à Nancy. Donc, il y a eu des manifs. Souvent, il y a des manifs le soir en ce moment. On essaye aussi à Nancy, place Stanislas, tous les soirs. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes, s'ils peuvent, à se mobiliser sur leur place, parce que c'est intéressant. Pas forcément pour faire des manifs, mais pour se retrouver déjà. Et du coup, on était en train de se diriger vers la fac de lettres, où on a fait un potager pirate. Et on avait ramené des fraises, des framboisiers, de la rhubarbe, des groseilliers, du cassis. Du coup, on était avec tout ça et en fait, ils ont tenté de nasser parce qu'avant, il y avait eu aussi un peu des poubelles qui brûlaient sur le trajet, donc la police était un peu motivée, quoi. Et ils ont coupé le cortège et du coup, là, à ce moment-là, ils ont envoyé des grenades lacrymogènes. Moi, j'en ai vu une atterrir à 3 mètres de moi et je me suis dit, bon, c'est une grenade lacrymogène. Et en fait, quand elle s'est ouverte, vraiment inattendue, la capsule est allée pile poil dans ma tête et elle s'est propulsée. Et du coup, je me suis pris la capsule dans le nez, dans l'œil et ça m'a bien fait saigner un petit peu, mais c'est pas... Je sais pas, faudrait que je vois s'il est cassé, mais je pense pas. Mais il est un peu gonflé, quoi. Comment tu perçois l'accélération en ce moment de la répression par Darmanin, les interdictions, les soulèvements, du bloc lorrain, etc. D'abord à titre personnel et après à titre... Moi, ce que je vois et ce que j'ai envie de faire et ce qui m'anime, c'est en fait de montrer que c'est pas par la répression qu'on va régler le problème. Pour moi, si on pense régler un problème en faisant peur aux personnes, c'est qu'on est dans des dérives complètement absurdes, quoi. C'est important d'écouter la révolte. Je pense qu'il y a une légitimité à se sentir en colère. Et ces colères-là, il faut les écouter, il faut régler l'origine des causes. Si on règle que les conséquences, l'expression de la colère, et qu'on s'attaque jamais à l'origine, ça va faire que monter. Et je pense aussi qu'il y a une dérive en ce moment qui vient de toute une frange conservatrice de la société, aussi de la police, qui dit qu'il y a pas assez de... Voilà, c'est trop laxiste. On est trop laxiste envers les militants qui font les manifestations, tout ça. Voilà, moi, je suis l'exemple typique d'un excès de condamnation, quoi. 3 ans ferme, c'est énorme. Pour autant, je suis toujours déterminé, il n'y a pas de problème, je regrette rien du tout. Et en fait, moi, je suis encore plus révolté par rapport à toutes les violences aussi au G20. Il n'y a aucun policier qui a été condamné ou poursuivi alors qu'il y a eu des violences très graves, de coups de matraque sur la tête, de traumatisme crânien. Et donc, pour moi, c'est important, effectivement, de leur montrer que c'est pas en faisant peur, c'est pas en frappant fort qu'on va régler le problème, mais c'est en fait en écoutant ce qui se passe, en écoutant l'effondrement de notre société. Et je pense qu'il y a une dérive aussi fasciste. Dans le Talon de fer de Jack London, que j'invite toute personne à lire, il y a vraiment cette schématisation faite du capitalisme en crise, qui, lorsqu'il est en crise, va pencher vers les idées d'extrême droite, vers les idées fascistes, va tenter en fait de faire monter les peuples les uns contre les autres, même entre les peuples, les différentes parties de la population les unes contre les autres, pour se diviser plutôt que d'aller chatouiller les puissants. Et d'ailleurs, c'est super parce que là, le film que tu as réalisé il n'y a pas longtemps, là, je ne sais plus comment il s'appelle, sur l'évasion fiscale, il rappelle que c'est 100 milliards par an en France qu'on perd, donc c'est 10 fois plus que ce que rapporte soi-disant la réforme des retraites actuellement. Donc en fait, les solutions, on peut en avoir, et si dans un siècle, on vit jusqu'à 120 ans, on ne va pas aller travailler jusqu'à 100 ans, ça ne fait pas sens. C'est pas parce qu'on vit plus longtemps qu'on peut travailler plus longtemps. À 60 ans aujourd'hui, il y a 200 ans, à 60 ans, tu étais à peu près la même personne avec les mêmes capacités physiques. Effectivement, il faut avoir plus d'argent, mais l'argent, on peut le trouver ailleurs. Bernard Arnault, c'est devenu la première puissance mondiale au niveau de l'argent. Donc on peut aussi aller lui demander un petit peu. Dans 10 jours maintenant, tu vas te retrouver devant un magistrat et il y a quand même une probabilité assez importante qu'elle t'envoie en prison. Quand tu t'endors le soir, est-ce que tu y penses ? Est-ce que la perspective de la prison, est-ce que c'est quelque chose qui te hante ? Il y a Tolstoï qui disait dans un livre qu'il était assez étonné quand il visitait les prisonniers politiques de l'époque, qui disait que c'était des moments où il pouvait se reposer. En fait, là, je peux plus rien faire. On m'empêche de faire quelque chose. Du coup, c'est un moment où je peux me reposer. Et moi, c'est vrai que ça me parle pas mal. Parce que, effectivement, si je suis emprisonné, je l'ai déjà vécu, c'est un moment où tu peux plus rien faire. Tu es à l'endroit... tu peux faire des choses avec les autres détenus, parce que finalement, les autres détenus, c'est aussi la société. Et je tiens juste à rappeler que 80-90% des détenus, ils viennent des classes les plus pauvres. Donc la pauvreté a un impact sur les personnes qui sont en prison. Donc on pourrait aussi se dire, enlever la pauvreté, ça réglerait peut-être la surpopulation carcérale, ça réglerait peut-être 90% des problèmes. Donc effectivement, on a toujours un choix. Même si on est très pauvre, on peut décider de s'en sortir. Mais il y a la situation sociale qui joue un impact énorme, et il faut le dire. Donc s'il n'y avait pas de pauvreté, on pourrait largement vider les prisons. Bien sûr, il y a les violeurs et les assassins, ça c'est un long débat. On les met de côté parce que ça représente que même pas 10% des personnes qui sont en prison. La plupart, c'est des petits délits et c'est des personnes pauvres. Et j'avais partagé dans ma grande citation, ma grande déclaration de 20 pages dans le procès du G20, j'avais partagé un petit passage qui avait fait le buzz dans la presse allemande. Je veux juste le partager parce qu'on n'a pas trop parlé en France.
Donc je le dis, j'avais lu ça dans mon procès après les 71 journées d'audience, 1 an et demi de procès. En dernier point, la presse allemande met souvent en avant l'impact économique des manifestations. Je crois que pour l'ensemble du G20 de Hambourg, j'avais entendu qu'il s'agissait de 10 millions d'euros de dégâts. Je vais vous démontrer qu'une personne qui mange sainement et fait quelques dégâts en manifestation coûte moins cher à la société qu'un habitué du McDo. Un article du journal Libération de l'année 2019 a estimé le coût de la malbouffe pour la santé en France de 55 milliards d'euros par an. Il faudrait qu'il y ait chaque année 5500 fois des manifestations avec 10 millions d'euros de dégâts pour égaler l'impact économique de la malbouffe. Sachant que les mobilisations se sont étalées sur 4 journées au G20, il n'est pas possible d'en réaliser plus de 92 dans l'année, à moins que l'on s'autorise à imaginer plusieurs manifestations en même temps. Il faudrait donc que se déroulent de manière simultanée 59 manifestations comme celle du G20 de Hambourg, en se répétant continuellement pendant 1 an, afin que les dégâts économiques égalent ceux de la malbouffe en France. Je n'ai pas trouvé de chiffres concernant l'Allemagne, mais je pense que c'est sensiblement identique. En arrondissant, on pourrait dire que la malbouffe coûte 100 milliards par an en Allemagne et en France, donc 300 milliards d'euros depuis le G20 de Hambourg, à l'époque. Donc là, ça fait encore plus, je n'arrive pas à calculer, mais n'est-il pas plus sage de faire des procès contre les géants de l'agroalimentaire qui empoisonnent notre nourriture et nos vies? Et là-dessus, je tiens à dire, j'ai un tonton qui est paysan conventionnel avec pesticides engrais, et lui, il m'a dit encore à Pâques, là, que c'était la PAC qui lui payait son salaire. Donc en fait, ce qu'il fait ne produit rien en termes de richesse. Moi, dans le culture de maraîchage, on galère à avoir des sources de refinancement, parce qu'on n'a pas d'aide aussi. Et en fait, l'aide, elle est dirigée par les lobbies qui sont présents dans les parlements. Et en fait, ils redirigent vers les gros business de l'agroalimentaire, les pesticides. Si tu mets du pesticide, si tu mets des engrais, si tu prends des semences qui ne se reproduisent pas, on va te donner de l'argent, on va te donner des aides. Achète des tracteurs, achète des machins. Si tu as un petit projet alternatif on a même baissé les subventions du bio, mais même au-delà de ça, juste tous les projets alternatifs, les aides à l'hectare, quand tu as un petit maraîcher, tu n'en as quasiment pas. Et donc en fait, tu ne peux pas survivre. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Et c'est là où il faut revoir aussi la solidarité. Comme il y a eu la sécurité sociale, il faut faire une sécurité sociale alimentaire. Il faut offrir en fait des bons chaque mois aux personnes pauvres pour qu'elles puissent s'acheter de la nourriture saine chez les artisans locaux. Ça, c'est un truc que demande la Confédération paysanne il y a pas longtemps à l'atelier paysan en Alsace. Il faut y aller là. Il faut faire monter la pression. Et je pense qu'il y a plein de choses à dire et à faire. Et moi, il n'y a pas de souci, j'utiliserai les procès pour continuer à les dire.